Bonsoir, bon dimanche. Le Cameroun obtient finalement la signature de son accord cadre. Il s'agit de cette forme de contrat de convention entre la Confédération africaine de football, la CAF, et le pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations. Et cette fois, c'est le Cameroun pour l'édition de 2021. Ce sera dès le 9 janvier 2022. Et l'événement, donc la signature a donc eu lieu à Yaoundé cette semaine, un événement tant attendu, c'est un des ouf de soulagement, quand on sait que cette compétition a connu un glissement. L'occasion a permis à un certain nombre d'acteurs du sport, du football, de se réunir à Yaoundé, des acteurs locaux, des acteurs étrangers à l'occasion de cet événement. J'introduis ainsi pour dire que cette édition de Face à l'actu va faire un plan assez large au sport d'ailleurs. L'invité de ce dimanche est un international de foot. Certains disent ancien international. Est-ce qu'on cesse d'être footballeur? Je ne sais pas, il le dira. Il a donc été avec les Lions d'Ontable entre 90 et 95. C'est un quart de finaliste de la Coupe du Monde. Il a fait ses classes en tant qu'entraîneur et depuis quelques semaines, il présente sa candidature à la présidence de la FECAFOOT. Vous savez que nous sommes dans une ambiance d'élection. Emmanuel Mabouan-Kessak va donc nous accompagner dans le commentaire de l'actualité de ce dimanche. C'est Face à l'actu. Nous en parlerons pendant 90 minutes, entre autres sujets qui vont être développés ici. On va peut-être dire également un mot sur cette victoire des Lions de football. On parle du football féminin. Elles viennent de battre la RCA 2-0 dans le cadre des éliminatoires, cette fois-là, de la Coupe d'Afrique des Nations de cette catégorie, Maroc 2022. On parlera également d'autres faits d'actualité au-delà du sport, l'actualité évidemment nationale qui concerne un certain nombre d'autres sujets. D'abord, je dis bonsoir à l'invité. Bonsoir le pro. Bonsoir. Merci, merci d'être des nôtres ce soir. Heureux de vous avoir dans ce studio. Vous étiez au stade tout à l'heure pour ce match Cameroun-RCA. Peut-être c'est l'actu, on commence par là. Une impression d'ancien footballeur, de sportif? Je suis passé par là parce que parfois il faut aussi encourager les filles. Donc je suis parti un peu avant la fin du match. Match difficile pour notre équipe, hein, sachant le niveau du Cameroun et la RCA. Donc on gagne 2 buts et elles sont à féliciter parce que se qualifier, ce n'est pas toujours facile, même si l'avantage était du côté du Cameroun, jouant les 2 matchs sur place à Douala. Donc le match aller se joue à Douala, le match retour se joue à Douala. On sait bien que quand on joue à domicile, que ce soit les Lions comme les Lions, c'est difficile de perdre. Donc c'est 2 buts, mais il faut encore beaucoup de travail à ces Lions-là. On sait que c'est un entraîneur qui vient d'arriver, qui essaie de mettre les choses en place, mais ça n'a pas été facile pour les Lions aussi. Cela dit, je voudrais rapidement donner les contours de cette rencontre. 2-0, je l'ai dit. Le Cameroun a marqué à la première, du moins, le premier but a été marqué par Grace Ngokiyango à la 68e, le deuxième par Eliane Mambo-Lambo à la 90e plus 2, donc pratiquement dans le temps additionnel. Les filles vont donc affronter le vainqueur de la double confrontation Sierra Leone-Gambie pour la suite de la compétition. Vous êtes optimiste? Oui, bon, regardez même la joueuse qui marque, hein, Ngoyango qui marque, elle marque rarement, déjà félicitations à elle, hein. On se connaît très bien, mais je dis cette équipe du Cameroun est en pleine restructuration parce que les cadres sont partis, hein, comme les Gaël, les Maningono, donc c'est une équipe qui est restée longtemps ensemble. Bon, là maintenant, il y a quelques cadres qui sont restés, laissons-leur le temps de progresser. Mais je sais que c'est difficile de progresser avec la compétition, avec une compétition directe, c'est-à-dire quoi? Elles viennent de faire un tournoi, déception. Là, elles viennent de gagner en compétition 2 matchs d'affilée. C'est vrai que c'est la RCA, mais quand même, c'est une qualification. Donc, je reste optimiste. La Gambie, c'est pas une faute de guerre, mais je sais tout simplement que les Lions sont en train de faire exactement comme les Lions, hein, c'est-à-dire qu'on se qualifie. L'essentiel, c'est de se qualifier d'abord. Voilà. Justement, cette équipe a connu un changement il y a quelques mois déjà au niveau du staff technique. Beaucoup ont pratiquement décrié le départ de Diem Farlin. C'est la façon de faire la façon de faire partie le coach qui a été pas, enfin, c'était pas catholique, mais en réalité, chez les filles, hein, c'est difficile
de mettre un système de jeu, une organisation. Donc c'est pour ça que la durée chez les filles des coachs est souvent très longue. Elle est très longue. Il faut savoir que un entraîneur des filles doit mettre au minimum 5 ans. C'est vrai, Alain, c'est un entraîneur expérimenté que j'ai connu sous le règne de l'ancien coach qui était là, le directeur national. Alain a beaucoup travaillé avec les filles. Bon, c'est vrai que moi, personnellement, je n'étais pas pour son départ. Bon, maintenant que les choses sont comme ça, bon, on accepte. Celui qui arrive, c'est un habitué aussi de la compétition, mais locale. Et donnons le temps à cet entraîneur Zabo de faire ses preuves. C'est vrai qu'il a mal commencé, mais petit à petit, on commence à voir des marques. C'est vrai que ce match d'aujourd'hui n'était pas tout à fait ce qu'on attendait, mais il s'est qualifié. Il s'est qualifié, c'est important. Alors vous dites que pour le prochain match, il n'y a pas à s'inquiéter. Il n'y a pas à s'inquiéter. Mais l'enjeu, évidemment, c'est la CAN. On sait que cette équipe, quand même, a su que ce soit en Coupe du Monde. On a quand même 4 CAN. Hein. C'est vrai que exactement. On a 4 CAN, 4 finales, 4 perdues. Donc, le football a progressé, mais au niveau des résultats, on n'en a pas encore. C'est vrai. Donc, vous n'êtes pas optimiste pour cette qualification contre la Gambie, je reste optimiste. C'est pour la CAN, c'est la façon dont on se prépare. Mais dans la projection, oui, c'est la façon dont on se prépare. Vous savez que les troubles à la fédération engagent aussi ces équipes. Hein. Absolument. Il n'y a pas, on ne doit pas se cacher. La fédération traverse des moments difficiles. Le football camerounais, c'est en général. Et vous avez même vu que Coton Sport a aussi peiné pour traverser 1-0 hier. Et même au niveau des filles, que ce soit chez les garçons, c'est difficile avec une fédération instable. En tous les cas, vous aurez bien le lien. Vous allez nous expliquer le lien entre trouble et la fédération tout à l'heure, puisqu'on va peut-être parler de votre projet en tant que candidat. Cela dit, je voudrais qu'on marque le premier stop de l'émission. On va revenir sur cette signature de l'accord cadre. Je l'ai introduit dès l'entame de l'émission à Yaoundé. Et c'est assez curieux, hein, l'invité va peut-être nous l'expliquer. La partie camerounaise était représentée par le ministre des Sports, certes, sous sa casquette également du président du COCAN 2021, mais aussi à côté de lui, le président de la Fédération camerounaise de football. En face, le vice-président de la CAF. Reportage, Mireille Siabzé. Le Cameroun et la Confédération africaine de football CAF ont signé ce vendredi 22 octobre l'accord cadre pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2021. Seydou Mbombondjoya, président par intérim de la Fédération camerounaise de football, et Narcisse Mouli Kombi, ministre des Sports, par ailleurs président du comité local d'organisation de la CAN 2021, ont apposé leur signature pour le compte du Cameroun. Du côté de la CAF, c'est le premier vice-président, Maître Augustin Senghor, qui a paraphé le document pour le compte de son institution. Nous signons aujourd'hui l'accord cadre relatif à l'organisation de la 33e édition de la CAN Total Énergie Cameroun 2021. C'est pour nous un moment singulier et dont l'enjeu est grand. L'émotion qui m'étreint en la double qualité de ministre des Sports et de l'Éducation physique et le président du comité local d'organisation de la CAN, et qui m'amène à vous dire combien sera mémorable ce moment. Cette émotion est immense, elle est intense. Elle est immense aussi intense, ma joie, de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue en cette enceinte du Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Cette enceinte où nous sommes rassemblés ici et maintenant, dans le culte de la concorde, de la convivialité, de la cordialité, dans la convergence des intérêts, de l'union des cœurs et de la communion des esprits, en vue de la réalisation d'une belle ambition, d'un magnifique événement en terre camerounaise du 9 janvier au 6 février 2022. Avec cet accord cadre, le Cameroun sécurise juridiquement sa compétition. Il a désormais la certitude qu'on ne lui retirera plus cette organisation comme en 2019. La cérémonie devait avoir lieu le 19 octobre, mais un problème de vol a retardé l'arrivée de la délégation de la CAF au Cameroun. Malgré les critiques, au départ, tout semble sur la bonne voie pour réussir la fête continentale en janvier prochain au Cameroun, qui est dans la dernière ligne droite des préparatifs de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour rappel, la CAN 2021 se tiendra du 9 janvier au 6 février
2021 dans environ 6 villes du Cameroun. Emmanuel Mabouan-Kessak, vous dites comme bon nombre de Camerounais, ouf, nous l'avons. Non, moi je ne dis pas ouf. Vous étiez serein, certain, Serein, rassuré. puisque lors du tirage, quand on fait un tirage, je sors dans un pays pour une canne. Je ne sais pas, je suis à une dizaine d'éditions. Quand on fait le tirage, je sors dans votre pays. Et je pense que le président de la CAF l'a dit lui-même, hein, que la CAF va se jouer au Cameroun. Il n'y a aucun doute. Il a redit 3 fois au cours d'une même soirée que la CAF devait se jouer. Ici, il n'y a aucun doute. Et la validation des infrastructures. Et c'est vrai que l'accord cadre, c'est un truc, c'est un document juridique qui vous garantit, mais c'est quoi même cet accord cadre? C'est l'ensemble de tout ce qui entoure la CAN, les infrastructures, et voilà, les tirages au sort, tout ça, ce qui fait en sorte qu'on signe cet accord. Mais peu importe, moi j'étais confiant qu'on aurait cette CAN ici, puisque le président de la CAF, Mosepe, l'a dit, et l'a redit lors du tirage au sort. On ne fait pas un tirage au sort à Yaoundé pour aller jouer au Tchad. D'après vous, donc, qu'est-ce qui peut expliquer toutes les polémiques qui, malgré le tirage au sort, ont continué? Non, la polémique, ces polémiques, ce n'était pas lié aux infrastructures ou non, c'était lié aux troubles qui existent à la Fédération camerounaise de football, puisque c'est un président intérimaire c'est le président de la Fédération qui signe généralement le document. Vous avez bien vu là qu'il est assisté par le ministre des Sports, et puis lui-même l'a dit, le président de la Fédération, mais non, il est président par intérim. Je crois que c'est tout ça au niveau de la Fédération. Cette instabilité au niveau, puisque les élections ont été annulées. Et donc là, le président est là juste, c'est une volonté de la Fédération internationale de football, la FIFA. Donc il n'y a pas en réalité un président de la Fédération. C'est le président de la Fédération qui signe l'accord cadre. D'où l'intérêt d'avoir le ministre des Sports à côté. Voilà, d'où c'est. Il pouvait toujours être, même s'il y a un président de la Fédération, c'est quand même l'État du Cameroun et la FIFA et la CAF qui organise cette compétition. Ce n'est pas une compétition de la Fédération, mais la Fédération représente et la FIFA et la CAF au Cameroun. Comme autre fait d'actualité, que je vous invite à regarder à travers cet autre reportage, vous le savez certainement, le président de la République a commis une mission spéciale d'évaluation, de vérification, de constat, c'est comme vous voulez, des infrastructures sportives. Cette mission est conduite depuis quelques semaines déjà par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qui est accompagné par d'autres membres du gouvernement, mais surtout un certain nombre d'acteurs de premier rang du football camerounais et africain. Nous allons voir le reportage de Boya, mais notons que samedi déjà hier, le ministre Ferdinand Ngongon était à Agaroua pour également faire cette observation-là. Suivez plutôt l'étape de Boya et Libé. The Minister of State, Secretary General of the Presidency of the Republic, has today told sporting infrastructures in the Southwest region to host the African Cup of Nations. Received by authorities and an excited Southwest population, the minister, in company of Fecafoot's interim president and ex-players, made their first stop at the Limbe Regional Hospital. This medical facility has been refurnished in order to better care for any medical eventualities during Africa's biggest sporting jamboree. The 20,000 ultra-modern Limbe Omnisport Stadium hosted the delegation next. Created in 2012, the 2021 African Cup of Nations will be the third intercontinental tournament hosted in this stadium. Very nice facilities. So far, what I've seen is just tremendous. We have the stadiums, hospital, hotels. I mean, we cannot complain. We're probably more than ready for the next AFCON, and I'm very satisfied, proud, and honored to be part of this delegation, because I will easily say to the entire world that we can be proud, and I'm pretty sure we will see among the best AFCON ever. You know, the Cameroonians before, when we are playing, we didn't be good players, but we have
the thing we're doing, the difference was this fighting spirit. Now we have very good players, these young players, they know football. But now, I think to win the competition, they need to have fighting spirit. But you can talk about football of Africa, and you don't talk about Senegal and Algeria. We have the two best teams, but you know, sometimes the big competition, the best team don't winning. You know, but I'm so confident for my team. As a team manager for Senegalese national team, I'm so happy to have this national team, these players, and you know what, Cameroon Senegal maybe is going to be the good final again, and this time what goes around comes around. His tour came to an end at the different hotels set to host the various delegations. It is worth mentioning that before visiting Limbe, the minister made a stop at the house of late Carole Enondale in Boya in order to transmit the head of state's condolence message to the family. Alors, Emmanuel Mabouan-Kessa, vous dites mission de luxe, vous dites relations publiques, vous dites, qu'est-ce que vous dites? Un bon coup de pub, de communication. D'accord. C'est pas méchant, c'est pas mauvais, plutôt j'encourage ce genre d'initiative, même si le moment n'était pas pour moi le plus indiqué. C'est vrai qu'avant cela, c'était aussi possible de faire. Il n'est jamais trop tard, mais c'est quelque chose de bien, de faire le tour du stade, de montrer aux yeux du monde qu'on a des infrastructures, de mettre aussi les anciens footballeurs en valeur, même si je critique toujours le fait que c'est les mêmes qui sont là, il n'y a pas que... Vous êtes un peu déçu de ne pas être parmi ceux... Non, moi j'étais invité ce matin, mais je disais qu'on ne m'invite pas le jour même et que on me dit ce matin, viens, je dis mais j'ai quand même un calendrier à suivre, je suis à Douala, on m'a invité ce matin pour le stade de Yaoundé, d'ailleurs j'habite à 2 pas, mais donc il n'y a pas que, il y a des joueurs un peu partout, on peut aussi mixer ce genre, c'est pas seulement parce que vous êtes joueur de haut niveau, ou alors il y en a qui ont joué dans les Lions, qui sont un peu partout dans les régions, qu'on pouvait aussi penser à eux. Mais sinon, c'est un bon coup de communication. C'est vrai aussi que je pouvais aussi... je félicite comme je critique. Absolument. Quand c'est bon, c'est bon. Mais là, par exemple, mon ami Philippe qui était là, Philippe Doucet qui était là, c'est un ami à moi, pas de moindre ami, hein, c'est un ami très proche, hein, parce que nous sommes à Paris ensemble, nous jouons au 2-0 dimanche matin au Paris FC. C'est sa présence qui m'a un peu troublé, hein, comme Jean Lambert le disait aussi, son coup de gueule que je dis bien, si lui laisse une table et qu'un journaliste comme on ne soit pas sur la table ou un joueur manqué, c'est pas lui seul qui fait la com, comme disait Jean Lambert, il fait Canal+, oui, mais quoi encore. Donc c'est ce genre de couac qui me gêne un peu. Mais sinon, la communication, c'était bien avec les anciens footballeurs, avec pas seulement les acteurs du football. J'aurais pu aimer voir plusieurs présidents de clubs là-bas, dans cette délégation. Mais j'espère qu'il y en avait, mais quand j'ai regardé, il n'y en avait pas beaucoup. On ne peut pas prendre tout le monde, mais quand même, c'est un coup de com' bien réussi et bien pour le pays. Alors oui, le moment n'était pas opportun. Ça aurait été le meilleur moment. Non, mais c'est parce que ça fait un bon bout qu'on critique les infrastructures, enfin que les gens parlent des infrastructures. C'est vrai qu'on l'aurait fait plus tôt aussi. Pardon. Voilà. Nous, on a plutôt cru qu'avec peut-être le résultat, il faut les attendre aussi, hein, parce qu'il y avait pas mal d'anciens joueurs là-bas, peut-être entre l'État du Cameroun, la fédération. Peut-être c'était aussi un bon moment pour eux de discuter des affaires du football, puisque tout le monde était là apparemment. Mais voilà, maintenant, est-ce que ce sont ceux qui étaient là qui pouvaient discuter sur le football camerounais? Parce que c'était le moment choisi où on trouvait tous ces leaders. Même s'ils ne sont pas, ce n'est pas eux qui font le football camerounais. Les leaders, on les connaît aussi, hein, on les connaît, les leaders naturels dans le football. Bon, après maintenant, c'est pas que le moment a été mal choisi, ça fait partie des étapes, le processus. C'est vrai, dans d'autres pays, on ne voit pas ça. C'est une innovation du Cameroun et je félicite. Quand c'est bon, c'est bon. D'accord. Alors, venons-en à, j'ai failli dire ce qui nous amène ce soir à vous avoir comme invité, le processus électoral dans le cadre du renouvellement des organes dirigeants à la Fédération camerounaise de football. Donc, le délai, le terme du processus est le mois de décembre. Mais déjà, on note que dans les régions, c'est engagé. Et d'ailleurs, je vous suggère cet autre reportage, cette fois-là de Maké Dalidi, qui a pu observer la liste des candidatures dans les ligues régionales.
Le processus électoral à la Fédération camerounaise de football se poursuit, malgré l'annulation prononcée par la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Après les départements, la commission électorale a rendu public le 15 octobre la liste des candidatures au poste de président, vice-président et membres des conseils d'administration des ligues régionales de football et des délégués aux assemblées générales régionales. Dans la région du centre, par exemple, Léon Aimezan, président d'APGES d'un Fou, est seul candidat au poste de président. Pareil pour Sadou Yaouba dans le nord. Dans le littoral, 3 candidats se disputent la présidence de cette ligue, à savoir Jacques Essomé Doumbé, Justin Bedjedji Ndame et Robert Louis Bekek. À l'ouest, François Kwedem et Joseph Fetieux sont candidats. Dans le nord-ouest, Aïvochi et Félix Bigandja sont candidats. Par ailleurs, la commission électorale de la Fédération camerounaise de football a rejeté les candidatures de Saint-Fabien Vogo dans le centre, Serge Aimé Mabouang à l'est, Gilbert Kadji dans le littoral et autres Marlène Mvuto dans le sud pour avis défavorable de la commission d'éthique par rapport à ce dernier cas. Ceux-ci ont jusqu'à ce mercredi 20 octobre pour saisir la commission de recours. L'Assemblée générale des ligues régionales de football est prévue le 1er novembre 2021. Alors, Maman Kessak, je sais que vous avez, ou du moins nous savons que vous êtes engagé en tant que candidat à la présidence, cette fois-là, de l'instance fêtière au Cameroun. Vous avez fourni une littérature assez abondante, des courriers pour protester le processus tel que se déroule. Vous n'êtes pas seul. On voit qu'il y a ceux qui se réclament de l'Assemblée générale de 2009, dont la tête de proue est le sénateur Albin Bida, qui également, ceux-là, ils ont saisi des instances, la CCA, la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. La FIFA a donné son avis là-dessus. Quand vous regardez tout cela, vous dites, fondamentalement, expliquez en quelques mots à nos téléspectateurs ce qui fait problème. Ce qui fait problème, c'est les décisions de justice qu'on n'applique pas. D'accord. Si on n'applique pas une décision de justice, c'est que c'est grave. Donc les mêmes erreurs de 2018, depuis 2009, c'est les mêmes erreurs. Vous savez bien que l'élection de M. Tombi Aroko a été annulée, celle de Sédou Mbonjoua a été annulée. Donc on refait les mêmes bêtises, on refait les mêmes erreurs. Je sais que ceux qui sont en place jouent avec le temps. La preuve, hier encore, je crois que M. Sédou a convoqué les délégués, puisque lui-même est délégué, vous ne pouvez pas être candidat et vous-même enfin, juger parti. Donc j'ai eu ces recours que j'avais fait au départ, dans le département, et ça a été, on a demandé d'annuler. Quels sont les éléments clés le de président, votre... le ministre lui-même le ministre même des Sports avait demandé de surseoir ces élections. Ça n'a pas été écouté. Moi, les motifs, c'était des clubs fictifs et le manque de compétition dans des régions où les clubs n'ont pas joué toute l'année, durant 2019-2020, et qu'on retrouvait ces noms dans les listes pour voter. Et je prends par exemple le cas de l'Est, comme dans le centre où des équipes se retrouvaient, une équipe se retrouvait dans la Léké, une autre équipe se retrouvait dans le Mbam, la même équipe doit voter. Donc quand le processus est déjà comme ça, même si ce n'est qu'un seul club, c'est déjà faussé le processus. Donc on a eu raison, nous sommes au TAS, la fédération nous a conduit au TAS comme d'habitude, et donc on attend, le procès n'a pas encore eu lieu. Mais j'ai dit, on va faire les mêmes bêtises qu'auparavant, c'est-à-dire qu'on va élire un président qui ne sera pas... C'est vrai que c'est une tactique désormais au Cameroun connue, c'est-à-dire que même si vous êtes président, même si vous êtes élu mal, vous faites 2-3 ans. Et si vous avez sur un mandat, vous faites 3 ans, et que vous avez été déchu, vous faites 3 ans, vous avez gouverné quand même. Même si peut-être le nom ne sera pas marqué comme président, mais vous êtes... C'est un mandat, pratiquement. C'est un mandat pratiquement. Donc même là, on sait que l'exécutif actuel va jouer avec le temps pour arriver à la Coupe d'Afrique. Et après la Coupe d'Afrique, pourtant le ministre nous avait bien prévenu de ne pas faire ces élections. Il serait parti jusqu'à la fin de la Coupe d'Afrique. Personne n'aurait rien dit. On se serait dit, bon, on calme le jeu et puis on fait des élections après. Mais dès qu'ils ont engagé le processus, c'est ça qui m'a le plus choqué. Quand on demande d'arrêter, vous commencez. Et
parce qu'ils étaient déjà organisés. On pouvait faire les élections 10 fois, on n'aurait jamais pu les passer parce que tout était truqué dès le départ. Et ça, si on nous a donné raison, et qu'on m'a donné raison, je pense qu'on devait arrêter ou reprendre tout à zéro ou attendre même la fin de la Coupe d'Afrique et de faire des élections tranquillement. Mais là, ils ont précipité les choses et on a vu autant d'erreurs. Hier encore, vous regardez le collège électoral. Tous ceux qui sont délégués aujourd'hui, j'ai fait une lettre au Magistrats League la semaine dernière en disant que, regardez, ceux qui ont été élus dans les départements et dans les régions, tous sont des délégués et tous seront encore candidats à la présidence de la fédération. C'est-à-dire que j'organise mes propres élections pour les gagner. Et je ne peux pas organiser et perdre. Je ne peux pas organiser et perdre. Donc tous devaient démissionner, et tous ceux qui sont au comité exécutif et le président, pour une élection libre. Mais tel n'est pas le cas. C'est pour ça que je dis, le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne respecte pas les décisions de justice. Parlons de décisions de justice et remontons un peu dans le temps. Je vais prendre les brimes. Hein. Je ne suis pas forcément spécialiste des questions de sport, je laisse ça à Makeda, voilà. Mais j'ai souvenance de ce que, lorsque le mandat de Seydou a été annulé par la FIFA, du moins par le TAS a fait recours à la FIFA pour savoir ce qu'elle faisait de la suite du processus. Et la FIFA a demandé que l'exécutif en place conduise la suite. On ne les a pas demandé d'organiser les élections. D'accord. Et de mettre en Conduire place. la fruit, c'était les affaires courantes. Okay. De mettre un organe juridique pour les élections. Mais ils ne peuvent pas être aujourd'hui, comme là, le président qui convoque le collège électoral, où lui-même est candidat. Alors, autrement, s'il n'était pas candidat et qu'il aurait convoqué... Ça n'aurait posé problème à personne. D'accord. Personne. Le problème est là. Tu ne peux pas être juge et parti. Quand M. Tombi était secrétaire général, ou il avait démissionné auparavant, avant d'organiser les élections, ça se passe comme ça partout dans le monde. Vous ne pouvez pas être juge et parti. Et là, c'est là d'abord notre problème. Mais pourquoi ne pas attendre la fin de la CAN pour organiser les élections? Pourquoi se précipiter? Je les ai longtemps... je suis là au pays depuis 1 an, j'ai longtemps assisté, j'ai vu comment ça se passait et ça a attiré mon attention. Pourquoi précipiter les élections et pourquoi aujourd'hui ces clubs, ces 477 clubs, vous allez voir qu'il y avait 47 clubs fictifs et malgré ça, on vous continue les élections qui ont été annulées. Là, on va faire dans les régions. On sait bien où on va. On sait bien qu'on va atteindre le processus, on va l'encadrer, mais à la fin, ce président ne sera jamais un président élu. On va recommencer l'année prochaine ou dans 2 ou 3 ans, puisqu'on sait que les décisions du TAS et de la FIFA prennent du temps pour agir. Vous m'avez posé la question à savoir que est-ce que c'est la FIFA? La FIFA ne pouvait pas laisser une fédération vide. La seule solution aujourd'hui, qui peut bien nous arranger, c'est 2009. J'avais contesté au départ, moi je le dis, hein. Mais après quand vous regardez, vous lisez bien les textes de la fédération, personne ne peut effacer cette assemblée de 2009. Ils sont vivants, c'est à eux de revenir. Tant qu'on ne va pas revenir là, il y aura toujours des problèmes à la fédération. On reparle de 2009 dans un instant, le temps pour nous de prendre un autre reportage, cette fois-là qui n'est pas forcément... ah non, par contre, c'est toujours la... D'ailleurs, ça revient sur... Tout revient sur 2009. Sur l'injonction, j'ai failli dire, judiciaire, du camp Albert Mbida, transmise à la Fédération camerounaise de football, qui donnait 48 heures à l'équipe de Seydou, afin qu'il libère les locaux du siège, hein, en fait, qui libère la fédération à Tinga, là-bas, du côté de Yaoundé, d'ailleurs. Ils ont également convoqué une grande réunion dans les prochains jours, on en parlera. Le temps pour nous d'abord, c'est leur droit, hein. Voilà, de regarder ce reportage qui résume en fait cette situation-là. Demande de libérer les bureaux de la Fédération camerounaise de football. Seydou Mbombo Djoya a jusqu'à ce jeudi 21 octobre pour s'exécuter. Sur la base de la grosse d'une ordonnance rendue le 24 février 2021, par le président du tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif juge du contentieux de l'exécution,
et de la sentence du TAS du 15 janvier 2021, Maître Tindou Mekiage Micheline, huissier de justice à la 6e charge, près de la cour d'appel du centre et les tribunaux de Yaoundé, agissant à la requête du sénateur Albert Mbida, président du comité exécutif provisoire ayant pour conseil Maître Lebel Elomo, signe le document émis le mardi 19 octobre 2021. Selon ce document, visant également les membres du comité exécutif de la FECAFOOT, dont l'élection a été annulée par la même sentence du 15 janvier du TAS, ces derniers auraient reçu le courrier mardi à 11h08 et à la réquisition de signer la décharge, auraient opposé un refus. Le même refus aurait été la réponse de Seydou Mbombo Djoya. À la réception du courrier, il était 11h05. Notons cependant que le document dont nous avons pu obtenir copie ne dit pas spécifiquement le nom du membre du comité exécutif de la FECAFOOT qui aurait reçu le courrier, mais il précise que faute par tout ce beau monde de se conformer au présent commandement dans les délais qui leur sont impartis, ils y seront contraints par la force publique. Si on peut s'interroger sur l'opportunité de cette sommation qui intervient 9 mois après la décision du TAS et 8 mois après celle du tribunal de première instance de Yaoundé, l'autre question est de savoir ce qu'elle donnera dans le futur. Car contrairement à l'avis du TAS, et s'inspirant de la position réitérée de la FIFA de maintenir Seydou Mbombo Djoya à la tête de l'instance fêtière du football camerounais jusqu'à l'élection d'un nouvel exécutif, le ministre de l'administration territoriale a, le 24 février dernier, par voie de courrier, enjoint les patrons de région de n'autoriser sur leur territoire de compétence que les activités organisées par ce dernier et son équipe. Notons que la sortie de Maître Tindou intervient alors que se poursuit l'élection à la FECAFOOT. D'ailleurs, selon le chronogramme, ce 20 octobre est consacré à l'examen d'éventuels recours par la commission du même nom. L'Assemblée générale régionale se tiendra le 23 octobre et après l'examen des recours, on aura droit le 7 novembre à la publication de la liste des élus des ligues départementales et après la tenue de l'Assemblée générale fédérale le 11 décembre, place sera faite le même jour à l'élection au sein du comité exécutif. 48 heures sont passées, rien n'a bougé. À voir Kessak. Attendons voir. Parce que vous espérez que... Moi, j'espère rien. Je sais simplement que les décisions de justice ne sont pas respectées et c'est un danger pour notre démocratie aussi. Mais qu'est-ce que vous dites à travers ça? Je veux dire, vous dites que la justice est complice, que le gouvernement est complice? Non, je pense que peut-être sur votre plateau l'autre jour, je disais à Lydie Makeda que le gouvernement doit prendre ses décisions. C'est ses responsabilités de pouvoir gérer cette crise. Si dans un pays on n'applique pas les décisions de justice, vous savez ce que ça peut engendrer comme problème. C'est chacun qui peut faire son nom masculin. Je dis, bon, ok, on m'a convoqué, je ne pars pas. Ou on a décidé que je descends demain en prison, je ne pars pas. Donc, c'est ça, c'est cette image qu'on ne veut pas garder. Mais maintenant, tout le monde sait aussi que... le ministre de l'administration territoriale, tout le monde veut préserver la CAN, puisque c'est les enjeux, il ne faut pas se voiler les yeux. Les gens savent bien que si jamais il y avait ces troubles et que c'est doit partir, il fallait reprogrammer quelque chose pour signer l'accord. Tout le monde avait peur. Maintenant que tout le monde sait bien que c'est à cause de la CAN que tout ça s'arrête. Une fois la CAN terminée, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer. On doit appliquer les décisions de justice par tous les moyens. Par tous les moyens. Bon, maintenant, peut-être, quand je dis le gouvernement doit apaiser le jeu, c'est ce que le ministre de l'administration territoriale a fait en lançant ce communiqué. Je pense que ça s'est très bien terminé. L'accord cadre a été signé. Nous avons notre CAN, mais ça n'exclut pas que des problèmes d'actualité. Ce n'est pas parce que nous allons jouer la CAN que si quelqu'un demain est condamné ne va pas aller en prison. Ce n'est pas parce que nous allons gagner la CAN que si quelqu'un vole demain il ne va pas être arrêté, on ne va pas envoyer. Donc on a peur de scandale. Non. Non. Il faut appliquer les décisions de justice, puisque tôt ou tard ça va nous rattraper. La justice est lente, mais elle est sûre. On sait tout simplement que le président qui va être élu là sera mal élu et on va reprendre. Et on joue avec le temps. Mais je dis... c'est regrettable. Alors, quel est le nœud de cette Assemblée générale de 2009? De quoi est-il véritablement en question? Puisque tout le monde... C'est une longue histoire, puisque tout le monde sait que depuis 2009, où
que ce soit la FIFA, la CAF, c'est un problème pour la FIFA et la CAF. C'est vrai que c'est difficile d'impliquer la FIFA là-bas, mais malheureusement, on sait bien que c'est la FIFA qui tire. Voilà. Et ça ne se passe pas. Le Cameroun, c'est un pays démocratique où il y a des lois et des règlements. Cette CNO-là, la CCA, c'est un organe de l'État du Cameroun. Donc, bafouer ces lois. Aujourd'hui, la FIFA a placé M. Sédou là, comme ils peuvent enlever demain pour mettre quelqu'un d'autre, puisqu'il est là juste pour les affaires courantes. Mais ça n'a pas empêché qu'ils signent, on sait dans quelles conditions ils ont signé l'accord cadre, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Vous pensez que je n'ai pas à dire ces jours-ci que le président de la fédération convoque les délégués, lui-même il est délégué, il se convoque lui-même. On a à dire, mais on s'est dit, bon, avec l'accord cadre, on va un peu calmer le jeu, mais une fois que tout ça est terminé, nous allons attaquer. Vous, c'est qui? Les acteurs du football. Je suis président de club, donc j'ai plein droit de voir s'il y a eu des abus au niveau des listes, s'il y a eu des pressions, je dénonce. Qui vous accompagne dans ce... Beaucoup de clubs et beaucoup d'acteurs de football. Je ne suis pas le seul à dire que 2009 doit revenir. Alors justement, nous reparlons de ce 2009. On a le temps, vous pourrez nous expliquer en quelques termes, c'est quoi le nœud de ce 2009-là? C'est la seule assemblée légale, légitime de pouvoir organisé après le départ du président Vincent Onana. Il y a eu monsieur Mohamed qui est venu, monsieur Mohamed est parti. On sait bien que je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails sur 2002 parce que les affaires juridiques, j'ai un avocat qui s'occupe de ça, Maître Ngom qui s'occupe très bien de ça. Donc je n'aime pas trop rentrer dans ces affaires juridiques, je reste beaucoup plus sur l'affaire technique. D'accord. Voilà. Donc, je sais tout simplement que c'est l'Assemblée de 2009. Mais cette Assemblée avait pour vice-président, si mes souvenirs sont bons, un certain John Begininde. Oui, moi-même je me demande. Mais cette Assemblée a donné le pouvoir à M. Albert Mbida. M. Albert Mbida n'est pas tombé du ciel. Il ne pas que la chimie. Si depuis 2009, ils n'arrivent pas à se réunir, ils sont interdits de... Non, ils se sont réunis dernièrement. Comment on parle de... Ils se sont réunis dernièrement. John Day à Albert Mbida. C'est une assemblée. Là, les présidents des clubs viennent de remettre M. Batamak vice-président. Mais il y aurait une assemblée qui peut aussi dire que M. Batamak n'est plus... là, c'est ce qui s'est passé chez eux. Ils sont réunis, ils ont mis M. Mbida. Et c'est leur droit. Une association a le droit de mettre qui elle veut devant. Donc, mais si ceux de 2009 sont tout aussi légitimes, comment est-ce que vous... Tant qu'on ne va pas revenir à 2009, ça va être compliqué. Mais comment on explique donc l'attitude du gouvernement vis-à-vis de cela? Je veux dire que plus d'une fois déjà, le gouvernement, à un moment, leur a interdit de siéger. La même FIFA, le même TAS avait aussi demandé à 2009 de ne pas. Le même TAS a reconfirmé 2009. Donc, le gouvernement, eux, normalement, ne doit pas... Ce n'est pas les affaires du gouvernement. Le gouvernement, là, pour calmer, c'est vrai que le gouvernement détient... comment on appelle ça quand vous faites l'association... l'agrément. L'agrément. C'est l'agrément du gouvernement. Mais la FIFA a interdit au gouvernement de s'ingérer dans les efforts du football. Mais sauf que là, dans notre problème, dans notre cas précis, je pense que le gouvernement a le temps de réunir les acteurs de football. Il y a eu des consensus. Mon association, il y a en 2017, en 2014, 2015, 2017, j'avais une association qui a été légalisée par Joseph Owona. Et après, le consensus a ramené le feu Maébi, cette association qui est là aujourd'hui. Nous avons accepté, c'est ce genre de consensus qu'on doit faire, puisque le Premier ministre à l'époque avait réuni toutes les parties et on a demandé un calme. Mais sauf que ça ne résout pas toujours ce problème parce que c'est une assemblée, l'Assemblée de 2009 qui doit relancer le processus électoral, gérer les affaires courantes. On peut leur donner 6 mois. Et après, on aura la paix pour de bon au Cameroun. Mais tant qu'on ne va pas revenir à ces 2009, ça va être très, très compliqué. On poursuit notre échange dans quelques instants. Le temps pour nous de parler de cette sortie du ministre des Finances ici à Douala. Oui, Paul Motazi est venu dans le cadre des activités du GABAC pour parler économie. Suivez plutôt. Strategies to combat money laundering and terrorist financing techniques, while addressing the new risk involved in the regulation of virtual assets, is the objective of the 15th Technical Commission meeting organized by GABAC in Douala.
and working on money laundering and the financing of terrorism within the CEMAC area, the CEMAC zone, plus the Republic of the Democratic Republic of Congo. You know, we're facing Cameroon, especially, is facing in the far north, the northwest, southwest, and east regions acts of terrorism. And terrorism is not only fought militarily. We're trying to see the ways and means that these groups use to finance their activities and design strategies to stop those sources of funding. Real estate, digital currencies, NGOs are some of the sectors identified by this commission to be involved in money laundering. Making everything possible. You know, we cannot fight terrorism in Cameroon if we don't put hands in deck with other countries surrounding us, because those countries can serve as base for those that target Cameroon. So we try to create a sort of synergy within this region so that terrorists do not find hiding places, hideouts in any of our surrounding countries. GABAC is a global money laundering and terrorist financial watchdog created in 2002. Cet organe créé depuis presque plus de 20 ans, depuis les années 2000. This commission, created since 2000, has helped to improve the legal and operational framework in the fight against money laundering and terrorist financing in CEMAC countries. Des États et à assister les États dans la lutte contre le blanchiment. The Minister of Finance, who doubles as president of GABAC, calls on participants to work in all transparency in order to successfully wipe out this illegal act. The working session, which started on October 18, will end tomorrow, Friday, October 22. Donc, football, avec ce qui se passe au niveau de la Fédération camerounaise de football. Parole à présent au candidat. Emmanuel Mabouak. C'est bien comme vous faites, vous souhaitez les finances, même si j'avais mon petit mot à bon, dire. Je me félicite. Les footballeurs ne sont pas que des footballeurs. Ben, c'est certain. Nous sommes des footballeurs. J'ai même envie de m'en excuser. Chez nous, on trouve, ce n'est qu'au football qu'on trouve des docteurs, des avocats et tout. Et que dans une élection à la Fédération camerounaise de football, on trouve tout. C'est trop plein de non-footballeurs qui... J'ai assisté la semaine dernière à un collègue des médecins. J'étais content de savoir que les médecins ont à la tête un médecin. Chez les avocats, c'est un avocat. Et dans plusieurs associations. C'est un journaliste. C'est un journaliste. Mais chez les footballeurs, c'est pas un acteur de football. C'est un président de club. Oui, on aimerait cette fois-ci avoir un acteur de foot. Mais les présidents de club sont acteurs de foot. Je ne suis pas trop pour qu'on dise footballeur. Je dis acteur de foot. Parce les présidents de club sont acteurs de foot. Ouais, bon, maintenant, il n'y a que chez nous. Au foot, qu'on veut voir des gens sortir de là, venir diriger le foot. Alors, un mot sur le blanchiment d'argent. Ah, ça, c'est intéressant. Déjà, content de voir que le ministre des Finances est rentré en bonne forme. C'est la première fois que je regarde à la télé parce que pour sa santé, bonne guérison à lui. Et puis, bon, blanchiment d'argent, hein, il faut être... Si vous êtes footballeur, hein, je prends parce que je parle de football, et beaucoup de footballeurs ont été frappés par le blanchiment d'argent, aller ouvrir un compte, beaucoup ont perdu beaucoup d'argent comme ça. C'est pas bon pour la nation, pour une nation, parce que vous pouvez pas même gagner des milliards et que les gens meurent de pauvreté et vous allez cacher l'argent là-bas, un argent qu'on n'est même pas sûr que vous allez récupérer. Et voilà, ça c'est un peu trop de gourmandise, ça je peux dire, et puis moi je condamne ça, quoi. Donc c'est bien que ça commence à arriver, que ça arrive au Cameroun, le blanchiment d'argent, parce que on voit par-ci, par-là, voilà. des immeubles poussés. Voilà, je ne dis pas forcément que c'est lié. Non, il y a des gens qui gagnent honnêtement leur argent. Absolument. Mais quand tu gagnes ton argent et que tu payes tes impôts, c'est comme nous, les footballeurs, tu gagnes ton argent, à la fin de ta carrière, tu ne payes pas les impôts, ça te rattrape un jour. Ça va arriver un jour au Cameroun aussi, mais je dis c'est bien que un organe comme ça se mette en place au Cameroun avec des séminaires. C'est une très très bonne chose.
Parlons donc avec le candidat cette fois-là. Qu'est-ce qui motive véritablement votre candidature? À un moment, il se disait qu'en fait, vous faites le jeu du lièvre. Le lièvre, vous le savez, en athlétisme, c'est celui-là qui prend la tête de la course. Souvent, les courses de fond, 5 000, 10 000 mètres. Il court longtemps, hein, sur plusieurs mètres. Et puis, dans les derniers kilomètres, là, les derniers mètres, il laisse en fait de véritables champions venir prendre le lead. Est-ce que Mabouan Kesak est le lièvre d'un éventuel autre candidat? Peut-être c'est mal me connaître. Pour ceux qui me connaissent bien, et puis il y a 4 ans, j'ai été candidat. Le lièvre dont vous parlez, moi je n'ai jamais joué le rôle de lièvre, je suis toujours arrivé, je suis toujours arrivé à l'arrivée. Et quand je commence une course, j'arrive toujours. Vu ma carrière, vu l'ensemble de ma vie, j'étais agent de joueur, j'étais fonctionnaire au Cameroun, j'ai joué au foot, j'ai été entraîneur de foot, voilà. Donc quand je me suis lancé en 2018, cet essai de galop que j'ai fait avec l'équipe, avec les élections, je suis arrivé au bout. J'ai posé ma candidature et j'étais motivé. La même motivation n'est pas terminée. Et je ne sais pas, justement, vous voulez parler peut-être de Samuel Eto'o. Vous n'avez pas donné le nom. Vous l'avez dit. Il n'était pas candidat. Il n'était pas candidat en 2018. Moi, j'étais candidat. Pourquoi je vais commencer et ne pas terminer? Certains peuvent dire ce qu'ils veulent dire, mais qui m'a donné les parrainages en 2018. J'ai reçu, mais on demandait, je crois, 12 ou 15, j'avais 22. Donc, ce n'est pas en fait du hasard que je puisse poser ma candidature, que je puisse défendre mes intérêts. Pour ceux qui me connaissent bien, et j'ai toujours défendu mes intérêts en tant que footballeur, puisque j'ai été même moi-même mon agent. J'ai géré ma carrière, donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui je vais faire le jeu. Mais maintenant, que ce soit dans le MRC, le RDPC, il y a des jeux qui se font. Vous pensez si demain et que je vois que je suis en difficulté, pour le moment je ne suis pas en difficulté, ça peut être M. Eto'o comme ex-candidat. Si quelqu'un peut me mettre au-dessus, comme je peux mettre la personne, il y a des coalitions qui se font. Il n'est pas interdit, ce n'est pas seulement en foot qu'on ne doit pas faire une coalition ou d'autres. Donc pour le moment, les candidats ne sont pas déclarés. Je continue de travailler sur le terrain, je continue de faire ma campagne, je continue de me battre déjà pour ces irrégularités sur le terrain. Là, c'est ma bataille en ce moment. Je ne veux pas aller dans une élection où c'est déjà faussé d'avant. C'est pour cela que vous ne m'avez pas vu déposer ma candidature au niveau des départements ou des régions. Bon, puisque je n'ai pas envie dans ma vie d'avoir tous les postes, j'ai ciblé un poste, je vais être président de la fédération pour plusieurs raisons. Si vous me posez la question pourquoi vous voulez, vous m'avez posé la question d'ailleurs tout à l'heure, et je pouvais vous répondre en vous disant tout simplement que qu'est-ce qui me manque pour être président? Qu'est-ce que vous avez pour être président? Je ne peux pas l'ajouter. Je prends sur notre question. Voilà. Qu'est-ce qui me manque pour être président? J'ai passé mes classes de footballeur, j'ai été entraîneur, j'ai été manager, et pas des moindres managers. J'ai géré la gestion de plusieurs footballeurs, et j'ai géré la mienne même. Et puis je suis président de club. Donc tout ça me motive à être président. Il y a le relationnel, il y a aussi le carnet d'adresse, il y a aussi la vision de l'homme. Donc c'est tout ça qui m'a poussé à être candidat. Mais même si on peut parler aussi du CV qui parle. Voilà, je suis pas le joueur, je suis pas Maradona ou Pelé ou Eto'o ou Mila ou Salif Keita, mais j'ai joué à mon niveau. Et je pense que j'ai ce niveau qui me permet, j'ai ce recul aujourd'hui qui me permet de gérer une fédération, puisque j'ai toujours été président dans des différentes associations, que ce soit en France, en Indonésie et partout dans le monde. Donc aujourd'hui, c'est ça qui me motive. C'est vrai qu'à côté de vous, il y a déjà Samuel Eto'o qui s'est dit candidat, Jules Denis Onana c'est leur qui est voix. candidat. Nous sommes, je suis même d'ailleurs très content qu'il y ait plusieurs footballeurs. Quand vous allez chez les médecins, quand vous allez chez les médecins, quand vous allez chez les avocats, quand vous allez chez les transporteurs, ils sont nombreux à poser leur candidature. Ça ne pose pas un problème. Ça ne pose pas un problème. Pourquoi ce sentiment aujourd'hui de dire qu'il y a 3-4 footballeurs? Si on dit qu'il y a 3-4 footballeurs,
Et les gens, ils me disent dans la rue, Emmanuel, Pelé, il faut vous associer. Mais si on s'associe, on perd tous. Laissez les footballeurs, laissez les acteurs de football, de football se battre. Chez les médecins, quand il y a élection, il y a 4 ou 5 médecins qui se présentent. Pourquoi pas chez nous? Les gens ils disent toujours que non, il y a une seule candidature, tous derrière Samuel Eto'o, tous derrière peut-être Pelé ou Onana, mais c'est notre association, la fédération. On devrait même avoir 4 ou 5 candidatures et puis le plus bon programme passe. Celui qui aura plus d'arguments passe. Moi, je serais très content de challenger avec d'autres footballeurs, de changer nos programmes. Et c'est vrai, les gens, chacun a son carnet d'adresse, chacun a sa manière de gérer le foot. Je suis président de club. Aujourd'hui, M. Zang est président de la PGS, il a postulé pour là-bas. Il gère son club, moi je gère mon club, chacun a sa vision. Mais maintenant, c'est toutes ces forces-là, peut-être du programme de Samuel Eto'o, du programme de M. Onana, du programme de X ou Y footballeur qui va se présenter. Alors là, on peut peut-être, dans le futur, après les élections, travailler ensemble. Pourquoi pas? Justement, on va essayer de voir tout à l'heure ce que vous proposez en tant que programme, projet, justement, pour le football. Je ne vais pas tout le dénoncer. Je ne vais pas faire comme tout le monde. Le football camerounais. Ce n'est pas encore la campagne. En attendant un retour au niveau des reportages, pour voir cette semaine également ce qui s'est passé au niveau des ports africains. Le Forum africain des ports s'est tenu ici à Douala, en présence du ministre camerounais des Transports, tutelle donc de ce secteur d'activité-là. Les ports d'Afrique se sont donc réunis pour évoquer leurs problématiques. Reportage. Puisé par l'Afrique dans le domaine des échanges internationaux, il est urgent de trouver des solutions capables de booster le commerce interafricain. L'Afrique est en effet très en retard en matière d'échanges intercontinentaux. Le commerce intra-africain ne représente que 15% du total des échanges sur le continent, contre 67% pour les flux commerciaux intra-européens. L'essor du commerce intracontinental aura un double avantage. D'abord, d'attirer les investisseurs étrangers. Ensuite, de créer des débouchés qui favoriseront l'industrialisation de l'Afrique par l'accroissement des chaînes de valeur régionales. C'est ce que compte faire le port autonome de Douala ainsi que le port de Kribi. Les responsables de ces structures ne cachent pas leur ambition de faire du Cameroun un hub maritime incontournable dans le golfe de Guinée. Le port de Cotonou au Bénin, pour sa part, s'est récemment lancé dans un processus de modernisation de ses infrastructures. Nous, au port de Cotonou, aujourd'hui, nous sommes dans un processus de modernisation continue de nos infrastructures et de développement de nouvelles applications informatiques pour pouvoir fluidifier le trafic portuaire à l'intérieur du port, sécuriser les ressources. Douala accueille depuis ce jeudi 21 octobre le Forum africain des ports. Les travaux s'achèvent ce vendredi. Une rencontre des ports, Emmanuel Baban-Kessak, un enjeu évidemment de développement, un enjeu de mobilisation des fonds. Les Africains y réfléchissent, y pensent. C'est vrai que quand on sait que nos ports ne sont pas toujours en gestion bref, gérés par les États, par les Africains, par les ambassadeurs locaux. Ça commence à venir, non? Je ne sais pas, vous me le dites. Non, mais ça commence à venir. On dit bien port autonome, on commence à avoir une visibilité. Tout le monde, moi, il y a 30 ans auparavant, je savais qu'on avait un port. Mais aujourd'hui, le port est exposé, on voit que les choses sont en train d'avancer. Les choses sont en train d'avancer. Et c'est vrai que les autres pays d'Afrique, ceux qui sont en Afrique centrale, ont intérêt à soutenir ce genre d'activité parce que chez nous, le Tchad, la République centrafricaine, tout le monde se ravitaille chez nous. Moi, je suis content du développement de notre port. Je sais qu'il n'est pas 100% le nôtre, hein, d'après ce qu'on dit, mais je pense aussi que c'est sur la bonne voie. D'accord. Alors, candidat, que proposez-vous, non pas qu'aux footballeurs, mais au public camerounais, pour la gestion de leur football? Et vous savez évidemment la place que le football a dans ce pays. Le football a sa place dans ce pays, ça, même si les résultats sont en dents de scie, même si aujourd'hui l'équipe nationale est l'arbre qui cache la forêt,
aussi parce que malgré tout, il y a des résultats, mais ce n'est pas seulement ça le football. C'est pas ça le football. Le football, c'est... Excusez-moi de dire que je viens de 33 ans, de 32 ans à l'étranger, malgré les longs séjours au Cameroun de temps en temps comme là, j'ai constaté que le football ne produit pas assez. C'est-à-dire que nous avons un gros souci. On pouvait vivre du football, mais on ne vit pas du football au Cameroun. Et les enfants sont dans la jachère totale. Et je parlerai ici tout simplement d'un programme au football à la base. Une base forte peut nous donner plus de visibilité. Quand on dit aujourd'hui qu'à Dakar, au Sénégal, avec Djambars aujourd'hui, qui a des joueurs aujourd'hui à l'étranger, le football sénégalais commence à prospérer, et que quelqu'un peut vivre de ce métier. Et derrière le football, on peut avoir plusieurs métiers autour du football, hein, des métiers liés au football. Donc le Cameroun peut, c'est vrai qu'on ne peut pas développer un pays par le foot, sinon le Brésil serait développé par le football, ou l'Argentine, où on trouve plus d'engouement, plus de trucs, mais on peut améliorer la condition de plusieurs footballeurs par le foot, les métiers liés au foot. Imaginez-vous seulement à la base, si on avait une bonne base au Cameroun avec des championnats de jeunes qui se jouent comme à l'époque, liés à l'école, on aurait pu non seulement avoir des bons joueurs, mais aussi recruter des éducateurs qui pouvaient avoir des salaires de 40, 50 000 et qui pouvaient empêcher la délinquance dans des quartiers difficiles au Cameroun. C'est-à-dire que dans chaque quartier, on pouvait avoir, ou dans chaque lycée, ou dans chaque collège, avoir même des anciens joueurs comme éducateurs dans ces quartiers. Ça pouvait nous favoriser à avoir non seulement des joueurs, parce que quand vous voyez le nombre de joueurs de talent que nous perdons chaque année au Cameroun, parce qu'il y a manque de compétition, et on aurait eu beaucoup d'Étophis, on aurait eu beaucoup de Mbappé Lépé, beaucoup de Thomas Kono, de Joseph-Antoine Bell, on aurait pu. Mais le peu qu'on a, on essaie de faire le résultat avec. Donc je ne vais pas vous étaler ici parce que mon programme il est sur 16 points. Mais le point le plus essentiel, c'est le football à la base. Comment organiser le football à la base, c'est-à-dire avec le football, avec avoir dans tout le Cameroun les U10, les U9, U12, U15 jusqu'au U20, bien organisé avec des éducateurs par quartier ou par région, par département. Ça n'est pas un gros budget. Donc, la fédération n'est pas là que pour le football professionnel ou pour l'équipe nationale. La fédération est là pour le football à la base. C'est quoi une fédération? C'est vulgariser et promouvoir le football. On n'a pas cette promotion du foot. Donc, c'est avoir le plus grand nombre de licences dans chaque département, arrondissement, dans chaque région, favoriser cette pratique du foot en le vulgarisant et en faisant cette promotion. Donc, mon programme est essentiellement basé sur ça. Et je sais que de ce football de base, qui va nourrir le football professionnel, et le football professionnel va nourrir le football de base. Si vous avez des bons joueurs formés, bien éduqués, avec un programme scolaire surtout, si vous regardez bien aujourd'hui dans les clubs en France, Portugal, Espagne, si vous n'avez pas 14-15 de moyenne, on ne vous prend pas au centre de formation. Tout est lié. On aura des footballeurs, si on recommence à la base, dans 5 ans, dans 10 ans, on aura beaucoup de bacheliers, beaucoup de licenciés et des footballeurs. Donc, à partir de ce moment, ça produit et on peut vivre de ce métier. Là justement, vous parlez de vivre de ce métier et là, vous avez abordé uniquement l'aspect purement jeu, technique, mais on sait néanmoins que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais comment vous voulez gagner de l'argent si vous ne travaillez pas? Justement, vous venez de travailler à la base. Vous venez de nous présenter la base. Je viens de vous dire que si nous avons des bons footballeurs à la base, bien éduqués, avec quelque chose, un bagage intellectuel, vous aurez les Sadio Mané, vous aurez plusieurs footballeurs africains comme, même si je me répète, comme Roger Febas, Samuel Eto'o, Lucien Métomo, on aura plusieurs joueurs comme ça. À l'époque, on avait cette base-là. Mais comment vous financez non. Comment vous financez? Nous jouons une Coupe du Monde, une Coupe d'Afrique. L'argent, les 1 milliard qu'on va au procès, vous pensez qu'avec seulement 1 milliard
on peut financer. Je ne veux pas vous donner tous mes chiffres. Avec 1 milliard, vous financez le football local, le football jeune. La licence est d'ailleurs d'abord très chère. Vraiment chère, une licence de jeune. Je suis président de club. Il faut déjà baisser cette licence. Il faut aller chercher l'argent maintenant dans des sociétés administratives. Le chef de l'État nous a fait une faveur en nous donnant 0%, 5% pour des compagnies qui allaient chercher, qui allaient chercher ça. Il faut aller chercher ça. Il a fait ce décret, mais personne ne va chercher. C'est à la fédération de pousser les clubs, c'est à la fédération quand je dis promouvoir, c'est la fédération de travailler pour avoir l'argent. On vient de faire partie Puma. On n'a plus assez d'argent à la fédération, tout le monde le sait. Mais c'est en gagnant les Coupes d'Afrique, en gagnant les Coupes du Monde, en jouant les Coupes du Monde que l'argent rentre. Maintenant, quand cet argent rentre, il faut le reverser à la base. Vous savez combien un club de 2e division au Cameroun amateur, comme le mien, joue en 2e division régionale? 0. En département, c'est pire. On donne 8 licences, on vous donne 8 licences, on sait comment ce président de club paye ses maillots, il s'endette pour payer ses maillots, ses godasses, son affiliation. Si le football était organisé à la base, chaque ligue régionale pouvait se prendre en charge. Il paye les licences à la région, on envoie l'argent à la fédération. Le retour de cet argent est difficile. Et si on laisse ces régions autonomes, comme moi je propose la décentralisation de la ligue régionale, chaque région peut vivre de ses moyens, c'est-à-dire qu'il encaisse ses licences, organise ses stages et paye ses arbitres et ses entraîneurs, et ses arbitres, et organise ses matchs. Aujourd'hui, il faut attendre l'argent de Yaoundé qui n'arrive pas, et on n'a pas joué à l'Est. On n'a pas joué, même dans le Mbam où je suis originaire, combien de matchs on a joué, combien de matchs? Championnat de première division. Je profite même d'ailleurs pour dire que les clubs de l'élite One qui ont joué là, certains sont descendus. À base de quoi vous jouez un match 2 mois après? C'est pas un championnat. C'est pas un championnat. L'autre reproche qu'on fait également aux organisateurs, aux acteurs du sport, notamment les présidents de clubs, contrairement à la loi, c'est de ne pas mettre du contenu à ces clubs quand on sait que la loi préconise justement de créer des sociétés à objet sportif. Oui, mais on se rend compte que les clubs, en général, c'est des individus. Ils ont leur responsabilité, mais en réalité, si vous êtes président de club, vous avez mis votre argent et pour un championnat, vous avez payé vos licences et vous jouez un match tous les 3 semaines, c'est un championnat d'1 an. Vous allez jouer 10 matchs. Quel que soit le meilleur gestionnaire, vous allez être le meilleur président. Sauf si vous êtes milliardaire, que vous mettez votre argent. Et ce n'est pas l'intérêt. Quand vous venez au football, c'est pas pour gagner de l'argent non plus, mais c'est pour faire gagner l'argent aux joueurs, pour que votre club, votre société prospère. Vous ne pouvez pas être directeur de STV et vous tournez à perte. Vous faites des émissions toutes les 2 semaines. Si on vous demande de faire l'émission, vous ouvrez aujourd'hui, vous attendez 1 semaine pour produire, cette société va tomber. Les clubs de football, que ce soit amateurs ou professionnels, c'est pour ça que je suis même contre les équipes qui vont descendre, en disant que mais sur quelle base on peut demander à une équipe de descendre? On a joué le championnat, le champion est connu d'avance, il va jouer la Coupe d'Afrique, le champion est éliminé, mais quand même vous jouez, et on vous dit les équipes vont descendre. À base de quoi? C'est pas un championnat. C'est pas un championnat, c'est un tournoi de quartier. Il faut le dire. Moi, j'ai un club en 2e division régionale qui a joué depuis 1 an, pratiquement, on n'a pas joué 14 matchs. Les matchs étaient espacés. Parfois, vous restez 3 semaines et un matin, on vous appelle. Comme là, je joue les Barons, un matin, on vous dit, vous jouez demain. Vous jouez où, vous ne savez même pas. Et à partir du moment où, au Cameroun, je prends la ligue de mon département, on a 17 clubs, 10 jouent à Yaoundé. C'est-à-dire qu'ils ne jouent pas. Oui. Où est l'intérêt de jouer à Yaoundé alors que le championnat doit se jouer à Bafia, à Ndiki, à Bokito, à Ngoro, partout. C'est-à-dire que c'est comme à l'époque. Mais vous jouez un championnat et on dit que c'est le champion du Mbam. Ils ont 10 équipes qui jouent à Yaoundé. Vous pensez que c'est sérieux et qu'on ferme les yeux? Parce qu'il faut dire qu'on a joué le championnat. Et moi, j'ai vu des régions où je suis arrivé,
où je demande, on me dit on n'a pas joué, mais il y a un procès verbal avec les noms des clubs, et juste pour justifier les frais et pour les élections. Et on ne joue pas. C'est pour ça que je pose ma candidature et c'est pour ça que je me bats. Alors il y a quand même un secteur, un domaine dans ce football qui en ce moment est en délicatesse, ou indélicatesse, la suite de la phrase, vous me corrigerez éventuellement. C'est la Ligue de football professionnel, avec d'ailleurs ce conflit avec la Fédération camerounaise de football. Quelle est sa place aujourd'hui? Quelle est sa place dans votre programme, dans votre projet? C'est vrai que c'est un dossier, je continue à dire qu'on aurait pu éviter ça à partir du moment où M. Semengue restait 6 mois. On aurait pu négocier autrement en le laissant finir ces 6 mois et partir tranquillement et faire ce qu'on est en train de faire. Je ne suis pas d'ailleurs contre cette organisation du championnat parce qu'il faut que les enfants jouent. Ça n'a pas été aussi mauvais, mais maintenant que c'est fait, la nouvelle fédération qui va arriver doit mettre en place une ligue solide pour organiser le championnat et puis mettre vraiment les acteurs de foot. Mais ce qui a été fait n'a pas été tout pour sauver la saison, les 2 dernières saisons. C'était pas mauvais, mais sauf que la fédération n'amène pas les clubs à vivre de leur travail. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est comme si la fédération avait une main mise sur les clubs, qu'on libère un peu. Parce que le club, quand tu le crées comme moi, le club est autonome à la base, même s'il y a une subvention. Mais nous-mêmes, on a rendu les clubs plus paresseux en leur disant, ça fait 10 ans qu'on subventionne les clubs au Cameroun. 10 ans. Résultat zéro. Résultat zéro. Et personne, ça fait 10 ans. On donne de l'argent sort, on donne au club. Ça n'a pas progressé, le football ne progresse pas et les problèmes ne sont pas finis. On pouvait changer de méthode. La fédération, à mon avis, doit être autonome, doit être capable de proposer quelque chose de différent au club ou de changer de méthode de fonctionnement. Alors maintenant dans les stades, de nouveaux stades pour certains, comme Olembe, des stades rénovés, bref, des stades de niveau africain ou mondiaux désormais, des stades de niveau mondial. Alors, dans ce sens, comment vous, président de la Fédé, capitalisez ces infrastructures-là? On sait que ça coûte pour l'entretien et autres. Maintenant, les acteurs doivent s'y déployer. Comment est-ce que la Fédération camerounaise de football entend exploiter? Les stades n'appartiennent pas à la fédération. C'est certain. Oui, maintenant, la fédération doit proposer. Et c'est pour ça que je vous parlais du football à la base. Du football, de mettre un bon football à la base qui va nous produire, même s'il faut attendre 2, 3 ans, 4 ans pour pouvoir capitaliser avec des bons joueurs, du bon spectacle qu'on va proposer. Les sociétés viendront, puisque en ce moment il y a des bagarres, donc les sociétés ne peuvent pas venir. La qualité d'image aussi, aujourd'hui la CRTV et d'autres télévisions, il n'y a pas que la CRTV, STV peut aussi acheter ses droits pour le football jeune. Donc cette fédération doit travailler durement pour intéresser les sociétés à venir au football. Et de deux, peut-être on va louer les stades, on va donner des stades au Canon de Yaoundé, au Tonnerre de Yaoundé, à l'Union de Douala, des Dynamo, puisque ces stades-là, il faut bien que les gens jouent. Donc on peut les affecter, la fédération doit se battre avec le ministère pour pouvoir... C'est vrai que ce stade, il y aura des spectacles. J'en parlais hier encore à Konsamba avec Didier Yango. Il disait que bon, on va essayer de voir comment, avec Ismaïla, on disait, l'autre jour, on disait, on pourra comment faire rentabiliser. C'est ça, il y a des concerts, il y a plein de choses qu'on peut faire sur ça. Il n'y a pas que le foot, il y a des séminaires, il y a tout. Bon, maintenant, au niveau football, ces stades comme Stade Mbappé-Lépé, Stade de Bonamou, Stade, il faut absolument qu'il y ait des équipes phares qui puissent jouer à l'intérieur, et ces équipes phares vont faire venir les spectateurs et qui vont faire entretenir le stade parce qu'on va payer des tickets. Maintenant, si on n'a pas un bon football, et si tel que je connais aussi la capacité de management de nos infrastructures auparavant, il faut mettre des professionnels de gestion, des professionnels de management pour pouvoir gérer ces stades-là.
Donc c'est vrai, ça n'appartient pas à la fédération, parce que la fédération avec une série de stades que Bafia, Agonolinga, Bouda, Bagante, qui ont un projet encore qui a été abandonné. Je suis passé l'autre jour au stade Ayem de Bafia avec des tribunes et des chaises. Il n'y a plus de gazon, il n'y a rien. Donc c'est du gaspillage. Donc moi, si je monte président, c'est d'abord c'est ça, parce qu'il faut d'abord entretenir ce que tu as avant d'aller regarder les stades de l'État. La fédération a ses stades à terminer. Il y avait un vaste programme. Je pense qu'il faut terminer déjà ce stade-là. L'abondance ne nuit pas pour que les clubs amateurs, si vous savez où les clubs de 2-2 en région jouent, n'en parlons pas dans les départements où ils jouent. Mais comment vous voulez jouer à 9 ans, 10 ans, 11 ans sur une pelouse, sur un mauvais stade, et le jour au lendemain, on vous amène un billard? On ne va qu'avoir des joueurs mesures. Les entraîneurs qui font des entraînements, quand je passe un peu partout dans Douala, ou à Yaoundé, ou dans les départements, des stades sont très mauvais. Et subitement, à 17 ans, on vous dit, allez, vous allez jouer là. Je dis, on a encore de la chance qu'il y a du talent au Cameroun. Donc si on organise le football à la base avec des terrains un peu partout, dans les départements, dans les régions où les enfants s'habituent à jouer sur du gazon synthétique, sur du bon gazon, et le geste technique va s'améliorer, surtout que le Camerounais est doué. Je pense que la fédération ne doit pas regarder les stades de construire. Ils doivent juste peut-être savoir que organiser notre football à la base avec des bons joueurs jeunes qui pourront jouer demain à Olembe, qui pourront jouer demain à Bepanda. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas seulement de nous donner des stades et dire que Elite 1, Elite 2 vont jouer là-bas. Mais qui va jouer là-bas? On oublie souvent que le football professionnel vit du football amateur. Encore une dizaine de minutes avant la fin de ce programme, je voudrais vous inviter à nouveau à prendre cet autre reportage. Ce sera certainement l'avant-dernier, qui parle du vaccin contre la Covid. Vous le savez, depuis quelques semaines déjà, une incompréhension a donné de croire que le gouvernement allait vers l'obligation vaccinale pour tous citoyens camerounais. D'ailleurs, le ministre de la fonction publique a sorti une note invitant les fonctionnaires à se faire vacciner selon un délai précis. Une note qui a créé évidemment ce cafouillage-là. Je vous invite à suivre la réaction de l'Ordre national des avocats qui est monté au créneau pour dénoncer cet état de choses. Une atteinte grave aux libertés. Tel est le regard de la Commission des droits de l'homme et des libertés sur les moyens de pression employés par le gouvernement camerounais pour faire vacciner ces populations. En effet, à travers des notes de service, des lettres et autres injonctions, le vaccin Covid est imposé depuis quelque temps à certains fonctionnaires et est désormais le sésame qui ouvre les portes de plusieurs administrations. Au ministère de la Santé publique rappelle la déclaration de la Commission des droits de l'homme sur l'obligation vaccinale contre le SARS-CoV-2. Manaouda Malachi en a fait une obligation d'accès à ces services depuis le 12 juillet 2021. Le 4 octobre de la même année, la Direction générale de la SOPECAM suivra le mouvement. Ce sera désormais une preuve de la prise du vaccin ou un test Covid datant de moins de 72 heures. Service du gouverneur de la région de l'Est, présidence de la République, pour la commission de l'ordre des avocats au barreau du Cameroun, les mesures qui, la plupart du temps, s'accompagnent de l'interdiction d'accès à certains services publics, constituent une véritable discrimination vis-à-vis des citoyens non vaccinés, ceci alors qu'il n'existe aucun cadre législatif et réglementaire allant dans le sens d'obliger les uns et les autres à se faire vacciner contre la Covid-19 au Cameroun. La sortie signée de Maître Christian Daniel Bissot prend pour exemple la France qui a dû adopter une loi relative à la crise sanitaire et fixant les critères d'application de l'obligation vaccinale en fonction du lieu, de la profession et des conditions de travail. Mais encore, parce que portant atteinte aux droits humains, la dite loi sera limitée dans le temps. Pour finir, le président de la commission recommande aux autorités camerounaises d'accentuer les séances publiques d'information et les programmes d'éducation des communautés sur l'évolution de la science. Par ailleurs, la commission invite le législateur camerounais à fixer un cadre normatif général et abstrait, apte à avoir l'adhésion de tous en tenant compte du principe du consentement. Notons que cette sortie épouse l'avis d'une bonne partie de la société civile qui n'a eu de cesse de décrier la démarche des autorités camerounaises autour du vaccin Covid.
Un vaccin qui tend à perdre son caractère volontaire pour s'inscrire dans l'obligation. Évidemment, une position de l'Ordre des avocats qui a suscité la réaction du ministre de la fonction publique. Joseph l'est donc monté au créneau en réaction pour clarifier sa position. Suivez plutôt. Des informations publiées et abondamment relayées dans les réseaux sociaux par certaines corporations syndicales font état de ce que la campagne de vaccination que mon collègue, le ministre Santé et moi-même allons lancer dans les prochains jours rendrait l'administration du vaccin anti-Covid-19 obligatoire à l'égard des agents publics en service et de ceux ayant été admis à faire valoir leur droit à la retraite. Ce n'est pas vrai. Nous tenons à préciser qu'il n'a jamais été question d'obliger le personnel de l'État à se faire vacciner. Du moins, pas encore. Persuadé, oui. Obligé, non. Pas encore. Notre démarche, qui se veut essentiellement persuasive, procède des hautes instructions de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, relatives à la stratégie de riposte contre la pandémie du coronavirus dans notre pays. C'est dès lors, en application de ces directives, que le ministre de la Santé publique et le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative ont proposé comme action de pointe l'intensification de la campagne de vaccination sur le territoire national à l'intention de tous les personnels qui émargent au budget de l'État. Il s'agit non pas de vous contraindre à vous faire vacciner, mais davantage de vous sensibiliser, de vous persuader en vous présentant les bienfaits de cet acte salvateur qui ne contraint nullement les agents publics à se soumettre à la vaccination, mais à les y exhorter dans l'intérêt de leur bien-être et celui de la société dans sa globalité. Voilà donc le ministre Joseph Lé qui est clair. Maman Kessa, pour ou contre l'obligation de vaccination, se faire vacciner? Contre, évidemment, pour moi, parce que, et comme on a dit, c'est un choix. Hein. Il y en a qui sont pour, parce que même si c'est, qu'on sait aujourd'hui que la vaccination ne garantit pas d'attraper le Covid. Il y a eu plusieurs cas qui sont présentés. Donc, je suis tellement content, aussi fier d'entendre ce discours, parce que il y a quand même eu la rumeur qui a couru que si vous n'êtes pas vacciné, vous allez être licencié, on va voir des gens en retraite. Donc, je suis tellement content qu'ils le disent. Et je pense maintenant c'est de soi, hein, que chacun puisse vivre normalement. Celui qui veut se faire vacciner se vaccine. Même si aujourd'hui il y a des contraintes pour voyager, il faut absolument avoir son vaccin. Mais ça reste que ce n'est pas obligatoire. Parce que vous n'êtes pas aussi obligé de voyager. D'accord. Alors, encore deux questions hein, autour du football avant d'achever cette émission-là. D'abord, pour rester sur les élections, et puis on va parler de l'équipe nationale, des équipes nationales. S'agissant des élections, que pensez-vous de la candidature de vos adversaires? Jules Denis-Onana, Samuel Eto'o-Fils, Seydou Mbombo-Dioya. Voilà. Pour ne citer que cela, parce que... Oui, ceux qui, pour l'instant, le sont manifestés. Clairement, voilà. Voilà, donc, pour Samuel Eto'o, c'est un grand joueur de football, une grande personnalité du football, une icône. Il a le droit de se présenter, même si je le voyais plus à la CAF que FIFA. Mais il faut quand même commencer toujours chez soi. Je ne le vois pas beaucoup ici, mais je le vois beaucoup plus à la CAF, la FIFA. Mais pour le sentiment que ce serait un tremplin, ce serait le passage. C'est bien, moi je dis, on échange beaucoup.
Pour Jules Onana, je l'ai eu ce matin au téléphone, on échange beaucoup, ça ne veut... C'est d'ailleurs mon beau-frère, c'est d'ailleurs un coéquipier, Samuel Eto'o, c'est mon petit frère, c'est un ami, c'est un frère. Et donc je souhaiterais même beaucoup plus que les footballeurs se prononcent, chacun avec sa candidature, son dossier. Et moi je suis contre pour que les gens disent qu'il y a un dossier unique. Pourquoi? Il faut des idées, il faut échanger. Et après maintenant, le meilleur va gagner sur le terrain et sur les arguments qu'il va apporter pour pouvoir convaincre les acteurs du football, parce que ce n'est pas une élection populaire, c'est convaincre les actions du football. Une centaine de oui, mais on peut même aller plus loin. On peut même aller plus loin en disant que les actes sur le terrain, puisque quand vous êtes dans un organe, quand j'ai vu le renouvellement des organes de parti, et on vous demande qu'est-ce que vous avez fait. État de service. État de service, c'est de ça qu'il s'agit. Le football, c'est la même chose. Vous avez parlé de deux des trois candidats, vous n'avez pas parlé de Seydou Mombo Njoya. Après maintenant, pour Seydou, est-ce qu'il est vraiment un acteur du football? Il n'a pas été président du club fédéral de Foumban? À ma connaissance, vraiment non, parce que tout le monde sait qu'il s'est servi du mandat. Je peux arriver aujourd'hui dans un club et je prends un mandat. Et voilà. Mais après, il ne faut pas aussi se mentir. C'est quelqu'un qui a été aussi toujours dans le foot. Hein. Il a toujours été dans le foot. Je l'ai connu... Souya Mohamed? Non, pas Souya Mohamed. Je l'ai connu à l'époque de son papa quand il était ministre. Il côtoyait déjà l'équipe nationale du Cameroun. Il côtoyait, ça ne veut pas dire acteur de foot. C'est-à-dire qu'il a été à la cave plusieurs missions. Ça lui donne le droit aussi de se présenter. Mais maintenant, lui, on peut juger sur son bilan. Je peux juger sur son bilan actuel ces 3 dernières années. Est-ce qu'on a joué? Est-ce qu'il y a eu la paix? Pourquoi il y a eu ce désordre? Pourquoi il n'a pas appliqué les décisions de justice? C'est autant de choses qui font en sorte qu'il y a des doutes. L'opinion publique, peut-être qu'il n'a pas aussi beaucoup communiqué. Et ça, je le lui avais dit. Peut-être qu'il n'a pas aussi communiqué sur ce qu'il faisait. Parce qu'en 3 ans, on n'a pas vu grand-chose. C'est vrai qu'il a passé aussi beaucoup de temps dans ces bagarres. Est-ce qu'il n'avait pas une autre solution que d'aller presque tout le temps d'aller aux tasses et de dépenser cet argent? Moi, je vous dis, si je suis président, la première des choses que je vais faire, c'est de régler tous ces conflits, d'appeler les acteurs. Et si vous êtes président, que faites-vous des équipes nationales de différentes catégories? On n'a plus que 2 minutes. C'est déjà, quand je vous parlais de base tout à l'heure, c'est-à-dire que si on travaille bien, nos équipes, que ce soit les U20, les U17, auront des joueurs. Je vais d'abord établir que dans les régions, dans les départements, on essaye de faire des sélections des départements, sélections régionales, pour pouvoir arriver en sélection nationale. Donc je vais remettre la compétition en jeu dans les départements, dans les régions, pouvoir, et puis dans les clubs, peut-être les clubs seront fournisseurs, mais je pense que la base, ça serait dans les départements. Vous savez que notre équipe nationale aujourd'hui, c'est plus de 60% des joueurs. Oui, la première, je crois dans les 100 premiers jours, je ferai tout pour mettre un coach sélectionneur dans un Camerounais, d'ailleurs, africain d'abord. Camerounais avant d'être africain. Donc, ce serait les 100 prochains jours, premiers jours, c'est de mettre ma marque déposée. Football à la base, restructuration des équipes en sélection avec un entraîneur camerounais, un staff camerounais. Emmanuel Mabouankesak, vraiment merci. Hein. Vous êtes parti tout courant du stade là parce que vous regardiez les filles. Oui, j'ai pas pris le risque, j'ai pris un bon bensikin qui m'a ramené. Hein. Je suis venu à moitié parce que je ne serais jamais arrivé. Ça encore, c'est quelque chose, c'est une solution de transport. C'est là aussi, c'est un peu compliqué, les sorties du stade à gérer, même parce que le dernier match du Cameroun, on mettait 2-3 heures, mais je pense que d'ici la CAN, ça va être réglé ce problème. Pour ça. Vraiment merci, hein, merci de vous être arrêté d'ailleurs, c'est une habitude dans ce studio. On sait avec l'évolution de la compétition, on espère du processus électoral, on espère vous avoir à nouveau pour avoir vos arguments, vos éléments de compréhension de tout ce qui se passe au sein de la Fédération camerounaise de football. Merci de m'avoir invité. Merci à vous également d'avoir suivi cette autre édition de Face à l'actu. Demain, c'est lundi d'avance. Je vous souhaite une excellente semaine. Bon début de semaine. Bonsoir.